Ouais, bah écoute, c'est une première. Hein. Merci à toi, en tous les cas, d'avoir initié cette occasion. Écoute, c'est un plaisir. D'abord parce que je crois qu'on peut le dire, nous nous connaissons. Et Ouais. même si personne n'est encore arrivé dans la salle, nous aurons tout loisir de l'occuper. Exactement. Et donc, je voulais, moi, te remercier aussi d'avoir répondu à mon invitation et finalement de nous autoriser à utiliser un nouveau média que je trouve très intéressant et qui nous donne l'opportunité de partager avec une autre sensibilité quand même. On passe par le son. J'aime bien le concept radio en fait. Absolument, absolument. Ça, c'est un truc que je trouve sympa. Et tu vois, cet après-midi, j'étais avec un de mes clients entrepreneurs. Et lui, il est en plein dans des challenges alors externes. Hein. C'est un client que je suis depuis 1 an et demi. Donc, le travail interne, on l'a fait. Et lui, son challenge, en fait, de départ, c'est que c'était quelqu'un, en fait, qui n'arrivait pas à s'affirmer. Donc, quand il est venu me voir, ce qu'il a exprimé, c'est des difficultés d'affirmation de soi. À l'époque, il était expert comptable salarié dans un cabinet où il devait potentiellement devenir associé. Et puis, chemin faisant, en fait, notre travail pour qu'il puisse trouver sa place et s'affirmer avec les stratégies justement de préparation mentale qu'on connaît, toi et moi. Finalement, il s'est rendu compte que ce cabinet, en fait, c'était pas du tout ce qu'il voulait faire parce que c'était pas son mindset, c'était pas ses valeurs. Donc, il a décidé de quitter, de pas devenir associé, et il a créé sa propre boîte. Donc, depuis maintenant 1 an et demi, enfin 1 an à peu près, il a créé en plein Covid l'année 2020. Mm-hmm. Et là, il est dans les challenges du développement. Alors, pas tant commercial, où ça se passe bien pour lui commercialement, parce que voilà, il a des compétences. En fait, lui, il se vend comme directeur financier externalisé. Et du coup, voilà, les compétences qu'il vend, c'est des compétences qui sont recherchées. C'est pas une expertise comptable de base, c'est vraiment du DAF externalisé. Mais là, il est en plein, justement, dans les challenges de son développement avec des équipes. La difficulté à recruter les bonnes personnes, à trouver des gens qui sont à la fois compétents, qui partagent ses valeurs. Il a fait un premier recrutement qui s'est avéré être un échec. Donc, ça lui a coûté 25 000 € l'opération. Et là, tu vois, voilà, il est dans des challenges pour se développer sur les réseaux sociaux, donc le côté digital, trouver les bonnes personnes. Donc, on a parlé aussi de... Moi, je lui ai conseillé d'aller plus vers un modèle de freelance que d'un modèle de salarié. J'ai dit, il faut que tu trouves en fait plutôt des collaborateurs freelance qui te coûteront peut-être plus cher en honoraires, mais qui te coûteront rien si votre collaboration s'interrompt. Et tu vois, dans les nouveaux challenges de l'entrepreneur à l'ère du Covid, je pense qu'il y a cette nécessité, en tous les cas, bien sûr, d'être aligné avec son projet, d'avoir une vision, mais aussi d'avoir la capacité à s'adapter à un environnement finalement qui nécessite de réinventer l'entreprise en dehors des schémas traditionnels et plus en mode start-up en fait. Absolument. Et ce qui est intéressant dans l'expérience de ton client, et il a la chance de t'avoir avec lui, c'est que finalement, on est dans de la transcendance. On doit transcender une situation et d'où l'importance de l'accompagnement de l'entrepreneur. Et d'où l'importance aussi de la compréhension des symboliques, des symboles qui sont en jeu, qui sont des archétypes auxquels on s'accroche et qui sont bien entendu sur la base des expériences dans lesquelles on est très souvent enfermé en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que partenaire, en tant que manager. Et finalement, moi, ce que je proposais ce soir à l'ensemble de l'auditoire qui viendra se greffer au gré de notre conversation, c'est de pouvoir comprendre que l'entreprise, et tu l'as bien spécifié parce qu'il y a à la fois l'individu, il y a le fonctionnement de cet individu dans
l'expression et le langage de ses visions, de ses valeurs, au travers d'une entreprise qui cristallise les valeurs dans le partage avec autrui, dans la projection des visions par ce que je suis capable d'offrir et être comme opportunité pour le reste du monde ou de mon environnement direct. Et bien entendu que là, cela dépend bien sûr des régions concernées. Hein. Si on est à Paris ou si l'on est à Fès ou Marrakech, on n'a pas la même résonance, hein, je vais dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, effectivement, moi, je travaille comme toi avec des entrepreneurs, donc sur l'humain créatif, expressif, sous forme de services, prestations, produits, mais aussi sous forme de génie qui se met au service de la société, soit par anticipation de besoins, soit en répondant à des besoins existants et en ayant très souvent, et j'ai aussi un exemple d'un entrepreneur qui était un très gros expert comptable helvétique et qui était un artiste et qui ne s'autorisait pas à passer le pas et réordonner son espace-temps, ses actions, mais aussi sa relation à l'argent et au cash flow, mais aussi à la réservation pour pouvoir s'autoriser de devenir un artiste qu'il était déjà et finalement de gérer un nouveau mindset. Un mindset qui avait des parties de lui qui s'organisaient différemment au travers de sa mission d'entrepreneur et sa mission d'artiste et de créatif. Et donc, l'entreprise, c'est avant tout un organisme. Et cet organisme, il va se faire la coagulation, mais aussi la molécule de différentes choses qui sont des paramètres, bien entendu, humains, comportementaux, mais aussi intellectuels et aussi énergétiques. Et donc, la clé, c'est quand même, et ça reste l'humain. Et par exemple, pour te suivre hein, dans ton exemple, c'est que l'un des freins durant cette période, on va dire 2019, fin 2019, 2020, 2021, c'est la digitalisation dans l'entreprise. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on est sur l'expression d'un vieux langage de l'héritage du savoir-faire, dans certains cas, ou le vieux langage de l'ouverture de nouveaux modes de production, de nouveaux produits ou de nouvelles prestations. Et on s'est retrouvé à prendre le train et d'être dans les premiers à monter dans le train. On s'est assis sur cela, on s'est suffi de cela et on s'est dit waouh, on a la chance d'être les premiers, donc on s'installe et on est confortable. Et malheureusement, l'avancée technologique, les réseaux de communication étant en plein essor, on en est la preuve ce soir, eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que finalement, on est obligé en permanence de se remettre en question, de prendre par anticipation le faire et le battre pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix. Et là, on est face à un problème. Et très souvent, les entrepreneurs oublient ce problème. Ce sont les séquences internes de toute évolution et de tout projet. C'est sûr. Et je pense que ce soir, notre premier objectif pourrait être, et tu me diras si je me trompe, de dire aux personnes qui sont à l'écoute, c'est que finalement, eh bien, le frein, ça ne va pas être le faire, ça va être comment je fais, mais pourquoi j'ai opté ce format-là, pour ce format-là, dans quel espace interne et dans quel état d'être je suis, et finalement, quelle machine je mets en route et en place depuis l'être, la personne et l'individu, donc l'identité que je véhicule en étant cette personne-là. Et ça, je ne sais pas si tu voudrais compléter quelque chose à ce sujet, mais je pense que c'est une des clés aujourd'hui, et je sais que tu travailles beaucoup avec d'entrepreneurs francophones. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un profil, tu vois, comportemental de verrouillage et de blocage dans l'entreprise? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein.
Alors, oui, on est bien entendu pas sur les petites entreprises et uniquement les petites entreprises, mais les PME, mais aussi on va au-delà, on a affaire à des entreprises qui deviennent des réseaux collectifs et qui sont des cerveaux collectifs, mais avec différents plans, etc. Donc, toi, tu t'approches de certains types d'entreprises, moi d'autres, et on partage même le même terrain de jeu pour certains types d'entreprises. Est-ce que tu as noté certains verrous récurrents depuis le Covid? En fait, pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, la digitalisation, s'ils n'ont pas commencé, c'est un vrai défi parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément agiles. Tu vois. Et à l'inverse des startups, beaucoup de startups, en fait, déjà de par nature de leur organisation de start-up, elles sont déjà des organisations plus plates, c'est-à-dire que le côté hiérarchique est moins développé. Tout à fait. Et du coup, si tu veux, par rapport à cette digitalisation, cette agilité, elles sont beaucoup plus adaptables. Là, je pense à un client où ils sont maintenant une centaine, quand ils étaient une dizaine il y a 5 ans, quand je les ai connus. Et eux, en fait, aujourd'hui, ils ont engagé 30 commerciaux qui travaillent à domicile, en fait, si tu veux, ils sont en télétravail. Ils n'ont pas accès à des bureaux et ils sont aux 4 coins du monde, à Singapour, à Dubaï, à Houston, voilà, un petit peu partout, à Londres. Et en fait, eux, en fait, ils ont créé le cerveau collectif, mais entièrement en mode digital, à la fois parce que c'est en partie dans leur ADN, oui, et en même temps par nécessité. Si je compare par rapport à des entreprises, si tu veux, plus traditionnelles, qui ont par exemple des points de vente, la digitalisation, pour eux, c'est basculer vers le e-commerce. Mais ça va être compliqué pour eux de basculer en cerveau collectif digital. Bien sûr. Parce qu'en fait, par nature, leur business est physique. Absolument. Alors, c'est intéressant parce que on remarque aussi dans cette période que tout ce qui touche à la cession d'entreprise est devenu très complexe, puisque l'une des conditions justement de la valorisation d'une entreprise va passer par sa capacité à ouvrir sur des marchés qui sont des marchés digitaux et aussi de fonctionner. Et l'un des freins de l'entreprise, c'est l'administration de l'entreprise. Comment j'en fais une machine ancrée dans la matière étatique, fiscale, et comment je fais pour en faire un cheval de marketing et comment je fais pour que ma valeur en tant que vendeur d'entreprise me soit alignée à ce que je vaux vraiment, sachant que dans cette période de Covid, le plus grand challenge qui a été mis sur les épaules de l'entrepreneur, ça a été l'espace-temps. Le temps de réaction, la nature de la réaction et l'échelonnement, c'est-à-dire les étapes, les stations radio d'évolution sur du court terme, voire du très court terme, mais d'être capable de garder une vision à moyen terme. Et moyen terme, on va dire que c'est 3-4 ans, et que le court terme, c'est 1 à 2 ans. Et que le très court terme, c'est 6 mois, 1 an. Et donc, cette relation à l'espace-temps a créé une distorsion entre la vision de l'entreprise avant le Covid et ce paramètre espace-temps qui est venu tout bousculer parce qu'on a condensé, il a fallu se dépêcher de finir certains. Par contre, si on parle de production pour des entreprises qui ont affaire à un marché de commerce de matières et de matériel, et en même temps d'étirer le temps pour pouvoir consacrer un temps collectif dans l'entreprise sur la réflexion de la transformation. Et ça a été très difficile pour certaines entreprises qui n'ont pas anticipé dans leur évolution les 5 dernières années sur la place de l'humain dans l'entreprise, la valorisation du système de valeurs de chacun
des managers, mais aussi des personnes qui sont actrices au plus bas niveau de l'entreprise et au plus riche niveau de l'entreprise, qui est celui du terrain. Et la relation au terrain et à la conception, une nouvelle vision de l'entreprise, il y a des obstacles qui sont très souvent liés au fait qu'on a oublié le paramètre de l'humain, son génie, mais aussi ses limites, qui sont liées à ces verrous intérieurs qui sont les croyances imitatives, la relation à l'argent, la relation au développement, la relation à la bivalence profitable qui est celle de la complémentarité dans des binômes et à celle de la bivalence donc qui se transforme en compétition et qui est très mal perçue, très mal vécue. Et tout cela par des schémas qui sont bien entendu la partie vivante de l'entreprise, mais qui va s'exprimer finalement sur la performance, dans la performance. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cela? Déjà, si tu veux, le challenge actuel, c'est aussi le management à distance. Tu vois, si on prend les choses aussi de manière très concrète par rapport à l'enjeu humain, c'est que dans cette période, tu as, je ne veux pas dire un chiffre en l'air parce que je n'ai pas de statistiques précises, mais je pense que 80% des gens se retrouvent à devoir faire du management à distance sans y avoir été préparés. Absolument. Et ça, en fait, sur le plan humain, c'est une vraie problématique. Parce que ça génère de la charge mentale, ça génère du stress, tant côté manager que côté collaborateur. Et là-dessus, en fait, les structures d'entreprise, elles ne sont pas forcément prêtes à pouvoir gérer ça, en fait. Oui, et ce qui est intéressant, c'est vrai que tu me reprends si je me trompe dans le sens récurrence, hein, c'est qu'on a eu aussi un grand défi pour les entrepreneurs au niveau de la gestion de l'entreprise, la gestion financière. Parce que d'une part, les flux financiers ont changé et d'autre part, l'implication de l'environnement fiscal s'est modulée avec des ouvertures d'aménagement, de soutien, etc., avec un exécutif, je dirais, de ces paramètres qui a montré disons, des surprises, en tout cas des aléas fonctionnels. Et finalement, il y a eu une fragilisation, bien entendu, de la gestion tout court de l'entreprise, de ces flux, mais pas uniquement, de la gestion des propositions faites pour la maintenir de façon étatique, si c'était le cas, ou régionale, municipale ou autre. Et ça a été très difficile pour certaines entreprises de se dire que finalement, est-ce que c'était vraiment sécurisant ou insécurisant de venir s'appuyer sur des propositions et d'avoir une période de flou qui a retardé des décisions et qui a engendré finalement une mise à l'épreuve de l'entreprise tout court, de sa production, être obligé de transformer les espaces créatifs de l'entreprise. Et voilà, est-ce que à ce niveau-là, tu as toi une vision d'autres freins qui seraient des freins vécus aujourd'hui par certains de tes entrepreneurs ou... Moi, si tu veux, les entrepreneurs que j'accompagne, en fait, ils n'ont pas des problématiques aussi macro. Okay. Ils ont des problématiques plus micro. Et du coup, on travaille aussi, comme tu le fais toi, sur leur capacité à assouplir en fait leur système nerveux pour justement être capable d'être OK dans le changement. C'est-à-dire qu'ils accueillent ce qui vient avec une vision aussi que ce que leur réserve l'univers, c'est des challenges qu'ils sont capables d'adresser et que même s'il y a des moments difficiles, ils se disent que ça va les amener à
des nouvelles opportunités, ça va les amener à grandir, eux, en tant que dirigeants ou en tant que créateurs. Et du coup, moi, dans mon accompagnement d'entrepreneur, je suis plus centrée sur le créateur, le dirigeant de l'entreprise. Après, comme tu sais, j'interviens dans des grandes entreprises aussi, mais à un niveau plus d'accompagnement des salariés, parfois des comités de direction. Mais je dois t'avouer que là, dans cette période du Covid, depuis 1 an, je n'ai pas eu l'occasion justement de travailler avec des comités de direction parce qu'ils sont trop sous la pression d'un quotidien et du coup, ils ne prennent pas nécessairement le temps de prendre de la hauteur en fait. Tu vois, par exemple, des clients avec qui j'ai travaillé pendant 8 ou 10 ans, aujourd'hui, leur problème, c'est sécuriser le carnet de commandes parce que leurs propres clients vivent des situations difficiles. Absolument. Voilà. Par contre, à l'échelle de l'entrepreneur individuel, qui est en petite structure, en TPE ou petite PME, là, en fait, moi, j'ai un accompagnement qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus rapproché. Du coup, c'est vrai que là, je me rends bien compte que pour eux, en fait, ils sont plus agiles d'un côté, parce que si tu n'as pas de salarié, par exemple, tu peux te redimensionner. Hein. C'est ce que j'ai fait moi, si tu veux, l'année dernière. Hein. L'année dernière, en fait, c'est une année 2020 que je n'avais pas très bien engagée parce que j'étais dans une phase où je me disais, j'étais toujours dans cette phase où je me disais, je vais moins travailler. Et là-dessus est arrivé le Covid, où heureusement que j'avais engagé des nouvelles activités quand même, parce que du coup, avec les entreprises, ça a été quand même une période, tu vois, où les entreprises étaient beaucoup moins dans le besoin d'être accompagnées dans la phase où ils ont dû faire face au premier confinement et à tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis diversifiée, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il ne fallait plus que je continue à compter sur mes clients historiques, que mes clients historiques, les grosses PME, les ETI, j'allais continuer à en avoir, mais que ça ne pouvait plus être le vivier principal de mon activité, de mon chiffre d'affaires. Donc, je me suis tournée beaucoup plus vers justement les entreprises digitales. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu considères que ces grosses entreprises ont défocalisé en définitive de l'humain qui avait été leur cheval de bataille depuis 2-3 ans, hein? Il y avait cette espèce d'élan, le bien-être dans l'entreprise, la compréhension de l'individu, etc. Est-ce que le Covid aura fait faire marche arrière à certaines grosses entreprises dans la situation de douleur et d'urgence? C'est difficile à dire, je n'ai pas assez de recul et pas assez de clients pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup, ils ont dû parer au plus pressé. Donc, ils ont mis de côté, en fait, certains projets. Tu vois, certains projets, mais pas pour les annuler. Ils les ont différés. Je pense à certaines sociétés où on avait des projets qui étaient engagés puis qui finalement se sont annulés. Et du coup, en fait, ils ont paré au plus pressé. Par exemple, en déployant des programmes de management à distance pour aider leurs salariés. Ils ont cherché quand même à aider leurs salariés en difficulté. Mais c'est vrai que, je pense que c'est sûr qu'il y a eu la nécessité de gérer beaucoup de choses en interne qui sont devenues prioritaires sur le développement. En fait. Alors pour toi, là, quand tu dis en interne, on est dans la structuration de l'entreprise, le fonctionnement, les fonctions. C'est ça. Quand tu te retrouves où on te dit qu'à partir de la semaine prochaine, tu as 80% de tes effectifs qui doivent être en télétravail. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que moi qui ai plutôt une clientèle d'entrepreneurs qui sont des PME, on a un enrichissement, c'est-à-dire que le Covid a apporté un enrichissement et de la vision, je parle bien entendu de mon panel de clients PME, qui sont dans des domaines assez différents et variés sur, on va dire, 4-5 terrains économiques différents. Et
dans l'ensemble, il y a eu un enrichissement sur l'interrogation posée sur comment fonctionne mon entreprise, quelles sont les fonctions serviables et quelles sont les fonctions que je maintenais finalement, que ensemble nous maintenions pour de pas forcément excellentes raisons, ni administratives, ni de service pour le produit final de l'entreprise. Et on a assisté à des reformatations de la production de l'idée. C'est-à-dire que j'ai vu des entrepreneurs se remettre totalement en question et des entrepreneurs prendre le courage, c'est-à-dire de s'autoriser à envisager de vieux projets qui étaient restés latents et qui ne trouvaient pas le moment. Je pense que les gens ont eu un espace-temps de réflexion que le rythme de la vie avant Covid ne laissait pas s'installer pour qu'il y ait un regard critique sur la vie professionnelle dans son spectre le plus large. Et je dirais que pour certaines entreprises et pour certaines régions du monde, le Covid est une opportunité d'accéder à des marchés qui, non pas par la saturation, mais par la diversité, étaient en asphyxie. C'est-à-dire qu'on avait une saturation européenne et très occidentale de l'entreprise et du produit par l'entreprise, mais aujourd'hui, on voit émerger des provenances de produits, des provenances d'au-delà de notre Occident, beaucoup plus intégrés, beaucoup plus ayant pénétré le marché beaucoup plus facilement et plus vite. Est-ce que c'est la consommation qui se transforme? C'est très possible, mais est-ce que c'est aussi l'espace qui est freiné pour certains entrepreneurs par la digitalisation, le e-marketing, etc., et le e-market, et qui fait que de jeunes nations qui ont développé des talents à ce niveau-là et qui ont des entreprises qui sont sur, je dirais, le qui-vive en permanence et qui ont saisi l'opportunité de s'installer sur ce marché, on voit ces entreprises finalement commencer à apparaître avec des produits de tout genre, de différents types, de réponses à nos besoins. Et ça commence à se sentir, je dirais, depuis le début de cette année. Et pour ma part, j'ai vu aussi une souplesse dans les entrepreneurs plus aptes, plus rapidement à se repositionner et à reconsidérer les valeurs de leur entreprise par rapport à ce qu'ils veulent offrir sur le marché dans lequel ils opèrent. Donc, ça, c'était pour amener une petite note optimiste et positive à ce que représente le Covid. Mais à titre humain, je vais te donner la parole. Est-ce que toi, tu as noté, puisque tu as aussi des PME qui te font confiance pour les accompagner et les éclairer, sur la base de ce que nous savons des séquences internes et externes, est-ce que tu as eu aussi des jolies surprises, de jolies expériences sur la base de l'entreprise grâce à cette étape incroyable du Covid? Écoute, je pense que c'est une étape qui a été un accélérateur. Déjà, parce que, tu vois, un virus, en plus, tu ne le vois pas à l'œil nu. Et donc, il a une fréquence vibratoire. Hein. Oui. Et en fait, moi, je trouve que là où déjà il y a eu une opportunité, c'est que ça a accéléré une transformation. Et donc, ça l'a accéléré au niveau global, mais aussi, il y a des personnes qui se sont dit « j'en ai assez finalement de vivre une vie qui ne me correspond pas. J'en ai assez de vivre une vie dans laquelle finalement ce que je fais ne me correspond plus. » Et donc, tu as des gens qui se sont autorisés à aller justement vers leur vision. Par exemple, là, je pense à un nouveau client qui m'avait contacté par le biais d'une recommandation. Lui, il était situé à Grenoble
Et en fait, là, il vient de s'installer à Malte depuis le 1er avril. C'était un projet qu'il avait, il n'osait pas sauter le pas, il avait peur de quitter la France. Et en fait, le Covid, ajouté à, on va dire, lui, dans son activité qui est le trading, une fiscalité confiscatoire, il s'est barré. Tu vois, et ça a accéléré. Donc, je pense que tu as des gens aussi pour qui ça a accéléré leur projet de cœur. Moi, par exemple, j'ai investi dans une résidence secondaire. Peut-être que j'aurais mis plus de temps à le faire. Alors, je l'ai fait à la mesure de mes moyens du moment, mais le fait d'avoir fait ça, en fait, ça m'a donné une bouffée d'oxygène mental qui fait que là, je me sens beaucoup mieux de savoir qu'à tout moment, je peux m'évader à 200 km de Paris pour être au bord de la mer. Alors, il y a une chose que j'ai envie de dire pour rebondir sur ce que tu viens de noter et que les gens ne savent pas forcément. C'est qu'on a plongé une population qui était en rythme yang, en rythme développement, expansion à tout prix, consommation compensatoire, je dirais, en suradaptation. Et tout d'un coup, on remet les gens dans un rythme yin, qui est un rythme de patience, de calme, d'observation, de contemplation. Et on a toute une population qui quand je dis population, ça n'a rien de péjoratif. Je veux dire, on a toute une quantité de personnes qui vont finalement rentrer en résonance avec ça parce que ce yin, ce rythme va les reconnecter à quelque chose qui résonne en eux comme étant source ou clé de l'évolution. Et je pense que ça a été peut-être au niveau de l'humain, avec les prix à payer, parce que des couples qui n'avaient plus l'habitude de vivre ensemble et qui vivaient ensemble, des familles qui n'ont plus eu le temps d'observer leur famille et qui se sont trouvées en mode observation-analyse de la famille. Il y a eu sur divers plans des entreprises qui se sont retrouvées dans leur vide de l'humain en résonance avec la valeur de certains de leurs membres et participants au projet de l'entreprise. Et donc finalement, ces membres, corps de cet organisme résonnent exactement, reflètent exactement ce qui se passe au niveau de l'humain, parce que c'est cet humain qui se retrouve obligé à rentrer dans cette nouvelle réalité qui est le rythme de la créativité. Et quand on est en grande souffrance, on ne passe pas tout de suite au mode créatif. On passe au mode sabotage, frustration, colère et parfois violence. Et donc, je pense que cela aura été pour certaines personnes un moyen de faire le point, d'être en observance et en observation, du terrain de jeu sur lequel ils étaient installés, la zone de confort, et pour certains d'avoir effectivement les circuits, le câblage pour se dire ok, stop, ça suffit, je mérite mieux que ça, quoi je fais, pourquoi je le fais, et de relancer la machine par finalement une vision, un objectif, ce que nous appelons un télos, et finalement ça donne du sens, redonner du sens. Et j'ai l'impression que, en définitive, on assiste à une vision mosaïcaire de cette étape du Covid, où on va voir émerger des choses absolument magnifiques au travers d'émergence d'idées, de concepts, de génie, mais aussi d'autorisation de certaines personnes, et de nouvelles créations de collectivités et de communautés professionnelles. Et la co-création, la coopération, collaboration va pouvoir peut-être s'écrire, se dire, s'exprimer avec beaucoup plus de langue et de langage, je pense. Écoute, c'est vrai que il y a des autorisations qui se créent, aussi bien à changer de cadre de vie qu'à changer d'activité, qu'à se lancer vers l'entrepreneuriat. Moi, personnellement, en fait, paradoxalement, je trouve que cette période est positive. Oui. Alors, si tu veux, je pense que c'est pareil pour toi. Comme on va dire, peut-être un éveil de conscience qu'on a engagé déjà depuis pas mal d'années et qu'on a fait du travail personnel sur nous-mêmes, peut-être qu'il
notre façon d'appréhender cette pandémie n'est pas la même que pour des personnes qui sont toute la journée perfusées par les informations anxiogènes qui sont diffusées. Hein, même si ça s'est, je pense, un peu réduit, le côté anxiogène, il est moins marqué maintenant qu'il y a un an. Mais du coup, en fait aussi, une chose, moi, que j'ai faite, et je pense que tu as dû faire la même chose, et quelque part, avec mes clients, on se retrouve en ligne là-dessus, puisque bien souvent, le Covid est un non-sujet. C'est-à-dire que, bon, tout en se protégeant et en respectant les mesures barrières, en tous les cas pour la France, je ne sais pas trop comment ça se passe en Espagne en ce moment, mais en France, c'est sûr qu'on est dans une période assez aiguë. Donc, tout en appliquant ce qui doit être appliqué pour respecter les règles nécessaires de société, moi, en fait, le Covid ne fait pas partie de mon mental. C'est-à-dire, je sais que c'est là, je mets mon masque quand je sors, mais quand je gère ma journée, absolument. Bah, en fait, c'est pas dans ma tête. Et quand je parle avec mes clients, c'est très très rare qu'on en parle. Absolument, absolument. Donc du coup, en fait, je pense que ça c'est un des points aussi, alors qu'il ne vaut pas que pour l'entrepreneur, mais c'est de ne pas se laisser déstabiliser par des circonstances extérieures qui ont de quoi quand même être déstabilisantes, parce qu'il y a réellement des morts. Oui, bien sûr. Ça fait réellement peur, il y a réellement des variants. Enfin, en tous les cas, au niveau de la sphère de la matière, il y a réellement toutes ces choses-là. Mais si tu te laisses envahir, en fait, tu es coupé de ta créativité, tu es coupé de ton pouvoir. Donc, à un moment donné, je pense qu'un des challenges de l'entrepreneur, c'est aussi de savoir créer en fait sa bulle sans pour autant vivre dans une grotte, dans l'ignorance de ce qui se passe dans le monde, mais de ne pas se laisser en fait conditionner émotionnellement et psychologiquement par justement voilà, toute cette psychose collective, quoi. Alors, c'est super parce qu'en définitive, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand on a des câblages, des circuits, qu'on a habitué notre système nerveux à décharger de la joie, de l'enthousiasme, de la certitude, de la détermination, de la patience, de la persévérance, de la satisfaction, de l'émerveillement, de l'appréciation, de la célébration, on a du mal à être aspiré, sorti de notre axe. Et finalement, on défocalise très facilement de ce qui est environnementalement installé comme étant le sujet du jour, parce que on a cette addiction, il faut le dire tel que c'est, puisque au niveau neurobiochimique, on est addict à ces circuits et ces câblages et ces circuits neurobiochimiques. Et c'est très intéressant de pouvoir imaginer, et vous pouvez faire l'essai de vous imaginer un flux de couleurs venir s'installer dans une bulle qui pourrait être un ballon dans lequel il y a bien sûr de l'air, mais aussi des particules de poussière, etc. Et de voir quel serait l'impact sur cet air. Et d'envoyer dans le même ballon un air vicié et charbonneux et de voir l'effet que ça a. Eh bien, il faut dire que, bien entendu, que la qualité de ce que vous allez écouter, entendre et focaliser durant vos journées va forcément impacter votre être, votre état interne, votre niveau de bien-être. Et ce n'est pas pour parler de jolies choses et d'états un petit peu nébuleux ou bisounours, non, c'est vraiment pour parler d'un état de votre système nerveux central qui est un état vibratoire qui vous permet aussi de scanner votre environnement et de finalement sur cette base, comme le fait Nathalie, de pouvoir entendre des personnes qui auraient besoin de vous, de votre avis ou d'échanger avec vous ou de tout simplement apprécier la vie et d'être sur cette résonance-là capable aussi de vous attirer des circonstances particulières qui, dans un environnement actuel, pourraient sembler absolument improbables, juste parce que vous êtes responsable, vous avez pris la responsabilité de vous, comme vous le faites pour votre entreprise. Imaginez que vous le fassiez pour vous-même. Et il y a très souvent un décalage entre l'administration et la gestion et
le soin que porte l'entrepreneur à lui-même vis-à-vis du soin et de toute l'administration qu'il va poser sur son entreprise. Et on crée dans cet espace-là, entre nous et nos créations, une distorsion émotionnelle, un conflit d'intérêts, et qui fait que finalement, il y a très souvent des ruptures qui apparaissent entre l'homme et sa création, pour être plus généraliste, parce qu'il y a une mécompréhension de la gestion de l'humain et de sa façon de créer, et de son langage, son expression de son génie. Et si on voulait être synthétique, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, oui, c'est que nous, notre but, et je parle pas pour toi, mais je pense que tu rejoins en tout cas quelque part de ce que je dis, c'est que notre but, c'est d'éclairer la compétence de toute personne, homme ou femme, entrepreneur, vis-à-vis de sa projection dans toute forme qu'il met au travers de son énergie dans la matière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit effectivement communautaire mais professionnellement, et qu'elle soit celle d'un ensemble pour créer une entreprise. Et ça peut être aussi sur d'autres choses telles que les finances ou la spiritualité. Et je pense que si quelqu'un pouvait être intrigué par l'intérêt d'un coach, surtout un coach intégratif et thérapeute tel que nous le sommes, eh bien, ce serait de pouvoir permettre à l'entrepreneur de vivre une expérience psychocorporelle qui lui donne une force et un niveau de persuasion par rapport à ce qu'il peut transformer dans son entreprise qui est inarrêtable et inégalable, qualitativement et quantitativement. Et on est complètement à votre disposition pour pouvoir développer ce thème-là, parce que c'est ce qui nous semble, enfin moi, c'est ce qui me semble être absolument important à partager, éclairer, pour pouvoir accompagner les personnes. Alors, on a une demande d'Andrew Maurice qui voudrait parler. Du coup, voilà, je crois que je vais donner le micro. Oui, super. Hello, Andrew. Est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Alors, C'est bon, tu peux parler? Oui. Ok. Comme c'est la première fois, je n'étais pas sûre d'avoir appuyé sur la bonne touche. Justement, c'est pour ça que je voulais le faire. Et j'ai vu que j'étais le seul en ce moment dans la salle. Oui. Écoute, c'était une première, hein, c'était un oui, test. Oui, tout à fait. Mais moi, justement, je crois que le niveau de discussion que vous avez est tellement élevé, tellement impressionnant que ça mérite d'avoir un public plus large. Il faut absolument continuer avec ce que vous faites, je trouve. Merci. C'est vraiment très fluide. J'entends l'écho, donc je sens en fait. Je t'entends plus, Andrew. Non, on t'entend plus. Je pense que tu n'as pas activé ton micro. J'étais dehors de la maison. Mais normalement, je devrais percevoir le son, et Nathalie aussi. Et là, maintenant? Oui, là, on t'entend parce que tu es dans le même espace. Donc, voilà. Donc, je voulais dire que peut-être qu'aujourd'hui, que le titre a fait peur un tout petit peu aux gens, parce que dès lors que vous vous concentrez sur l'intérieur, là où sont vos points les plus forts, tout ce qui est système nerveux, tout ce qui est peur, tout ce qui est... Ça pourrait vraiment attirer beaucoup plus de gens, comme vous le méritez, parce que la discussion, c'est vraiment très fluide. Moi, j'ai écouté tout en faisant ma salade, et c'est vraiment, c'est impressionnant. Donc, ça mérite de continuer, ça mérite d'attirer un public plus large. Alors, il semblerait qu'on ait été plus nombreux à un moment donné. Au début, on était... Il y a une autre personne. Oui, voilà. C'est une personne que j'avais invitée. Après, je ne sais pas, elle m'a envoyé un message sur LinkedIn. Je ne sais pas si elle... Alors, moi, j'ai eu 6 personnes qui n'ont pas pu se connecter, donc parce qu'ils n'ont pas su se connecter, ils n'étaient pas dans Clubhouse. Donc, je pense que les gens vont devoir s'enregistrer dans Clubhouse pour pouvoir accéder à la conversation. Ouais. Donc, ça, c'est un paramètre aussi à tenir en compte.
Moi, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que on existe, on est là, on peut créer des choses peut-être plus courtes, plus séquencées. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Nathalie, bien sûr, que j'aime beaucoup et qui est très compétente, de me rejoindre régulièrement sur Clubhouse et de pouvoir aussi faire l'expérience peut-être en aparté l'une et l'autre à côté pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du fonctionnement de l'outil, parce que c'est vrai que c'est aussi un outil, et de pouvoir finalement fédérer. On aurait dû avoir aujourd'hui entre 8 et 10 personnes de libre parole. Oui, oui. Et toi, de ton côté, je sais que tu avais beaucoup de monde. Moi, j'avais 4-5 personnes qui étaient partantes et qui se sont toutes excusées. Donc, c'est vrai ce n'est pas grave. C'est des personnes qui viennent à mes ateliers qui sont... Alors, les ateliers habituellement sont plus sur le spirituel, si tu veux, et plus sur long terme. Moi, ça ne me gêne pas qu'on soit sur ce terrain de jeu-là, tant que ça ne te gêne pas toi. Parce que moi, c'est mon terrain de jeu habituel. Ça ne m'a pas empêché d'attirer des entrepreneurs malgré cela. Donc, je suis d'accord avec Andrew sur un public large de Clubhouse. Mais en réalité, le rôle, c'est aussi d'un thème, c'est de pouvoir filtrer par rapport aux valeurs des gens et leur pôle d'intérêt. Mais oui, on peut essayer d'être un petit peu plus, on va dire, dans la matière et en annonçant qu'on va être sur de l'externe ou plus sur de l'interne. Et ça peut être effectivement une clé pour attirer des gens beaucoup plus, qui vont être moins dilués par le discours. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci. Sait-on jamais s'il y avait des gens cachés? Merci à toi, ma chérie. Je pense qu'on les aurait vus, mais de toute façon, voilà, c'était une première expérience. Moi, je n'avais pas d'enjeu ni d'attente. Donc, tout comme toi. On le fait dans le plaisir. Alors, moi, je te signale que j'ai enregistré la session pour garder une trace. D'accord. Ah, tu l'enregistres directement dans le... Alors, je l'ai enregistré avec un autre outil. Hein, okay. Donc, comme ça, si ça peut t'intéresser, ça peut être intéressant de se réentendre. Voilà. Et si quelqu'un est là, caché derrière les fonds blancs de Clubhouse, nous sommes donc Nathalie Albou, Brigitte Martinez. Nathalie va se présenter brièvement. Moi, je vais me présenter très brièvement et on vous donnera notre email ou numéro de téléphone au choix pour que vous puissiez nous connecter. Écoute, Brigitte, moi, j'aide les entrepreneurs et les personnes en transition de vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, à transformer leur blocage interne en ressources pour réussir. Et je les aide à créer la vie dont ils sont amoureux et à aller vers leur projet de cœur. En tous les cas, c'est sur cet angle-là que j'ai envie de me positionner ici. J'ai d'autres missions par ailleurs. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de nous adresser ce soir à des personnes qui sont dans une démarche d'évolution entrepreneuriale ou personnelle. Donc, voilà. Très bien. Tu veux laisser ton email? Oui, je peux le laisser, mais je pense qu'on est juste avec Andrew. Donc, en fait, oui. il a déjà mon numéro de téléphone. Oui, mais par contre, comme moi, je vais passer le replay sur mon groupe. Et que... Ok, donc... écoute, moi, je suis joignable en France, donc plus 33 et 6 09 26 28 72. Et sinon, mon email, nathalie.albou92@orange.fr. Parfait. Je te remercie, Nathalie. Moi, je suis Brigitte Martinez. Alors, bien entendu, coach en alignement neuro-émotionnel, coach instructeur, et puis surtout dédié à l'autorisation de créer, de transformer, de se dépasser, d'évoluer et de finalement accepter de prendre les responsabilités de son évolution. C'est mon obsession. C'est aussi, quand je dis mon obsession, c'est-à-dire que c'est vraiment ma façon d'exprimer mon potentiel depuis que je suis sur cette planète. C'est pour cela que j'en fais mon fer de lance et que je vous propose à tous de nous rejoindre pour ce joli chemin de notre plein potentiel
Voilà, martinezbrigitte@gmail.com. Et donc, je vous souhaite une belle fin de soirée, de journée, de mois et d'années qui risquent d'être pleines de belles surprises, j'en suis certaine, pour tous et pour toutes les entreprises qui s'autoriseront de se faire accompagner. Je vous embrasse tous, je vous salue et je vous souhaite une belle, belle découverte. Bisous. Merci Brigitte. Bisous. Bisous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Andrew.